Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette consultation publique portant sur les modifications au règlement du plan d'urbanisme des permis et certificats, zonage et sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Nous allons vous expliquer les modifications apportées à divers règlements. J'invite maintenant le fonctionnaire responsable de la Ville de Mont-Tremblant, Stéphane Martin, à vous faire la présentation. Alors, bienvenue à la présentation. Comme disait le conseiller Pascal de Bellefeuille, on modifie le plan d'urbanisme, les permis, certificats, zonage et le PIA. Il s'agit de l'omnibus du mois de mai, une modification qu'on fait sur l'ensemble des règlements 3 fois par année. La première modification, c'est d'agrandir la zone CA 461. On peut le voir ici sur l'écran, c'est à peu près dans le secteur de Miller-Excavation sur le bord de la route 117. La zone CA 461 est agrandie sur un terrain résidentiel. Juste la diapositive suivante, on voit l'endroit où c'est agrandi. Et en même temps qu'on modifie la zone CA 461, on modifie aussi l'affectation du plan d'urbanisme pour représenter cet agrandissement de cette zone-là. Ensuite, on vient autoriser l'usage fermette dans la zone CF 1003. C'est la grande zone CF 1003. C'est au coin du chemin Paquette, contrairement au chemin Tassé qui est écrit ici, et à la montée Tassé. À l'intérieur de ce grand territoire-là, on va autoriser la fermette. Dans la zone CA 473, on va aussi autoriser les magasins de meubles. Sur la photo qu'on voit ici, on ne voit pas le carrefour giratoire qui est construit actuellement. C'est le projet de Brookline, là où on retrouve la pétrolière Shell. On va autoriser dans cette grande zone-là ici le magasin de meubles. C'est une demande du promoteur. Et dans la zone CA 303, on va autoriser l'habitation unifamiliale isolée. Cette zone-là, c'est au sud de l'intersection de la montée Ryan et de la route 117. C'est Alga, Transport Alga, qui a fait la demande pour CA 303 pour autoriser l'habitation. Dans cette zone-là, on a eu une modification à faire, c'est-à-dire que dans la grille des usages et normes, on a indiqué 4000 m² de superficie minimum, alors que dans le schéma, le schéma de la MRC des Laurentides, on devait indiquer 1000 m². Pour le second projet de règlement, cette correction-là va avoir lieu pour cette disposition-là. Dans la zone IN 472-1, certains usages de la classe C6 qui seront permis, c'est-à-dire le commerce de récréation intérieure, c'est les centres d'entraînement qui sont directement à côté dans le même bâtiment que l'aubainerie sur la route 117, au sud de la route 117. Et on a eu la même demande pour la zone CA 431 pour le secteur des factories de Brookline aussi, au nord de la route 117. Le reste des modifications, c'est des modifications qu'on fait à l'interne, c'est des corrections, des choses qu'on modifie suite à l'application du règlement. Entre autres, spécifier que seules les cheminées en porte-à-faux sont réglementées. Les cheminées qui sont à même le bâtiment, c'est les mêmes marges que le bâtiment. Ça fait qu'on vient spécifier dans le règlement que c'est seulement les cheminées en porte-à-faux qui sont réglementées. On retire la norme qui stipule qu'une cheminée faisant corps avec le bâtiment ne peut saillir de plus de 0,60 m en cours latéral et arrière. On va préciser que les logements accessoires peuvent être aménagés dans une cave conditionnellement à ce que la section de la cave où se situe le logement réponde aux critères d'un sous-sol. Ce qui veut dire que les logements en sous-sol sont permis et les logements qui sont dans une cave sont interdits. Qu'est-ce qu'une cave? Qu'est-ce qu'un sous-sol? Une cave, c'est quand on a plus que la moitié de la hauteur du bâtiment qui est en dessous, qui est enterré. Au sens des définitions, ça devient une cave. Et là, on ne permet pas de faire des logements accessoires. Par contre, il y a certains bâtiments que la partie du logement n'occupe pas l'ensemble du sous-sol ou de la cave du bâtiment et cette partie-là peut être sortie de terre. À ce moment-là, les logements accessoires, s'ils sont dans une partie d'un grand bâtiment qui est une cave, qui sont plus sortis de terre, qui répondent aux critères d'un sous-sol, à ce moment-là, ça serait permis. On va exiger aussi que les murets aménagés en palier et mesurant en total plus de 1,5 m doivent être camouflés par des conifères s'ils sont visibles d'une rue ou d'un lac. C'est-à-dire que dorénavant, on va calculer l'ensemble du palier avec la hauteur pour avoir la hauteur totale. Et si ça dépasse 1,5 m, on va demander qu'il soit camouflé par des conifères lorsqu'ils sont visibles d'une rue ou d'un lac.
Pour le secteur du lac des Marais, il y a plusieurs zones là-dedans. C'est enlever la disposition qui oblige un rejet en phosphore de l'installation sanitaire de moins d'1 mg par litre, puisque cette disposition relève d'un règlement qui existe déjà au gouvernement du Québec. Et on corrige une coquille sur l'identification du règlement provincial portant sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, pour la simple et bonne raison que le règlement, le titre du règlement, le numéro, a été modifié alors qu'on fait référence à l'ancien numéro. Dans tout le règlement, on remplace le terme « moderniser » pour « rénover », pour la simple et bonne raison qu'on a une définition de « rénover » et qu'on voulait uniformiser la terminologie utilisée dans l'ensemble de la réglementation. On voulait aussi corriger une coquille sur la manière de calculer l'espace naturel dérogatoire qui va faire en sorte que ça va devenir plus souple pour les gens. Ça va être moins sévère dans le calcul par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On continue dans le zonage. On remplace le terme « zone de fragilité environnementale » par « corridor biologique ». Au moment où on a fait cette modification-là dans le règlement, le corridor biologique n'existait pas. On l'appelait « zone de fragilité environnementale ». Pour le secteur de la grande forêt, enlever les dispositions des mesures de protection des rives, des cours d'eau, des axes de drainage milieu humide, ainsi, puisque ces dispositions font maintenant partie du règlement pour l'ensemble du territoire, alors qu'à l'époque, on l'avait fait spécifiquement pour cette zone-là, mais les normes sont reprises maintenant pour l'ensemble. Ça fait qu'ils n'ont pas lieu d'être juste pour le secteur de grande forêt. On rajouter dans la zone VA 116 aux dispositions relatives au complexe hôtelier. C'est l'auberge de jeunesse sur le chemin du village, qui est un complexe hôtelier et qui va aller dans le chapitre comme tel. C'est un oubli de mettre la zone. Dans le permis à certificat, maintenant, c'est précisé que les abris en matière résiduelle peuvent être aménagés sans permis. Préciser que l'aménagement d'une aire d'entreposage extérieure va faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf pour le résidentiel ou agricole, et spécifier les documents requis pour ce type de demande de certificat et soumettre ces travaux à certains PIA. Préciser aussi qu'un rapport doit être produit suite à la construction d'une installation septique et rajouter la zone CA 303 dans les zones où il n'est pas obligatoire de se raccorder au réseau public pour obtenir un permis de construction, parce que CA 303 est dans un périmètre urbain, on est obligé de se raccorder au réseau alors que les réseaux ne sont pas encore rendus. On enlève cette disposition-là. Finalement, modification du titre de l'article 64 pour ajouter « et aire d'entreposage extérieur » afin que les documents requis pour un certificat pour aménager un terrain s'appliquent également pour l'aménagement d'une aire d'entreposage. L'approbation référendaire, il y a certains articles qui sont soumis aux personnes habiles à voter. C'est les articles 1, 2, 7, 9, 10, 13 et 14 qui, eux, vont faire l'objet d'un nouvel avis public pour demander aux personnes habiles à voter la possibilité de demander la tenue d'un registre. Vous allez avoir ça dans les avis publics, dans les journaux locaux. Et toute demande doit être adressée en fonction de ce qui apparaît à l'écran et de toute façon qui va être très bien expliqué dans l'avis public qui va paraître. Période de questions ou intervention du public, dans le cadre de ce règlement-là, on n'a eu aucune question, aucun commentaire concernant les demandes de modification. Ça fait que je n'ai pas de questions à répondre ou interventions à répondre. Sur ce, je vous remercie beaucoup et je passe la parole au conseiller Pascal de Bellefeuille pour la conclusion. Alors, merci beaucoup à Stéphane Martin de notre service d'urbanisme de la Ville de Mont-Tremblant. Nous vous remercions de votre attention et de votre intérêt pour le développement intelligent de notre ville. Nous vous invitons à suivre les prochaines décisions de ce règlement au conseil municipal, à l'Assemblée de conseil, qui aura aussi lieu sur l'Internet par diffusion avec les nouvelles technologies dues à la situation actuelle que nous vivons de non-rassemblement. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée.